Bonjour à vous et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Aujourd'hui, je rencontre un auteur qui vous donne des frissons autant par ses romans qu'au cinéma. En effet, plusieurs de ses publications se sont transformées en scénarios au fil du temps et ce, au plus grand bonheur de ses fans. Pensons notamment aux 7 jours du Talion ou encore à 5150 rue des Ormes, des films qui ont su toucher une corde sensible des Québécois. Vous devinerez sans doute qu'aujourd'hui, je partage un repas avec le grand Patrick Sénécal. Et pour ceux qui croiraient que l'auteur est aussi noir que ses personnages, nous vous prouverons le contraire dans un décor qui est loin d'être lugubre. En effet, c'est le restaurant de l'hôtellerie Les Trois Tilleuls qui nous ouvre leurs portes pour cette émission dans un décor champêtre et raffiné. Je vous invite à découvrir l'endroit. Suivez-moi. Rendez-vous gourmand incontournable, la réputation de la table des Trois Tilleuls, l'un des meilleurs restaurants de la vallée du Richelieu, n'est plus à faire. Au fil des saisons, les menus font découvrir de nouvelles saveurs à une clientèle toujours plus curieuse de nouveautés gastronomiques. Le sommelier, en plus de gérer la cave et ses 16 000 bouteilles, saura vous donner de judicieux conseils dans le choix de vos vins, en fonction de vos goûts et des mets que vous avez choisis. Profitez de ses connaissances pour faire de nouvelles découvertes. L'endroit est entièrement à l'image de son propriétaire, M. Michel Aubriot. Grand amateur d'art, il propose des œuvres partout dans l'établissement, question de satisfaire les yeux curieux. De leur côté, les sportifs pourront profiter pleinement du terrain de tennis et ensuite relaxer au magnifique spa Givenchy. Nancy, vous êtes maître d'hôtel sommelière ici à l'hôtellerie Les Trois Tilleuls. Parlez-nous un petit peu de l'historique de l'endroit. Et en fait, l'hôtel, au départ, c'est une maison de ferme. C'est une maison plus que centenaire qui a été acquise par Michel Aubriot, le propriétaire, qui est d'origine française. Il a démarré le restaurant en 1974 et en 1981, il a fait il a commencé à faire des chambres. Donc, c'est devenu une auberge finalement. Et c'est ajouté à ça un magnifique spa, le spa Givenchy également, qui est affilié à l'hôtellerie Les Trois Tilleuls. Exactement, depuis 2001, le spa Givenchy qui est le seul spa Givenchy en Amérique du Nord. Donc, c'est pas rien. C'est un endroit de soins et vraiment exceptionnel. La priorité, c'est vraiment la détente complète des gens. Puis on est très fiers de cette acquisition-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes à environ 30 minutes de Montréal. J'imagine que c'est une particularité de l'endroit qui est assez importante. C'est très important parce que, comme vous dites, à peine 30 minutes de Montréal, à 5 minutes de l'autoroute 20 que nous sommes situés, les gens peuvent vraiment découvrir, être dépaysés, si on veut, réussir à être dans un cadre enchanteur, puis venir se détendre ou s'amuser vraiment dans ce site exceptionnel-là. Et depuis quelque temps également, il y a une chapelle sur le terrain. Alors, vous pouvez accueillir les futurs mariés, peut-être à venir célébrer ici, à faire la réception même sur place, c'est ça? Oui, exactement. La chapelle est là depuis 2003. On a peut-être construit sur une petite île. Il y a un petit ponceau, un petit pont qui nous mène, qui fait en sorte que c'est encore plus féerique. Et les gens, effectivement, peuvent venir célébrer le mariage sous différents rites religieux, étant donné que c'est toujours pas une église. Et tout se fait sur le site. Donc, moins de transport aussi. Donc, c'est très intéressant. Et si on veut venir profiter vraiment du restaurant, qu'est-ce que nous propose votre cuisine? C'est une cuisine traditionnelle française, mais qui est faite avec les produits du terroir québécois. On utilise le plus possible les produits locaux. Donc, c'est la cuisine qu'on Beaucoup de priorise. pommes, dans le temps des pommes. Exactement, l'érable, notre menu dégustation qu'on propose, qui est revisité à tous les mois. Propose souvent, comme vous dites, le thème de l'érable, le thème de la pomme. Puis c'est un menu également qui est disponible en accord mets et vins. On met de l'avant aussi les vins qui sont On a une grande cave, une cave de 16 000 bouteilles. Donc c'est une priorité pour nous aussi de faire découvrir les différents vins. Et d'ailleurs, vous êtes sommelière, alors c'est vous également qui proposez aux clients le meilleur agencement possible lors de leur repas ici. Oui, tout à fait. Alors, nous, aujourd'hui, on va profiter d'une très belle visite avec notre invité. Je cours le rejoindre et vous viendrez plus tard nous présenter les plats, c'est ça? Oui, tout à fait. À plus tard. Merci.
Patrick Sénécal, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Je fais des jaloux, des jalouses parce que vous avez toujours des projets en cours et qui fonctionnent en plus. Comment c'est de vivre avec une carrière aussi fulgurante? Ben, je ne sais pas si c'est fulgurant, mais est-ce que je suis privilégié parce que je suis quand même un auteur qui réussit à vivre de son écriture, ce qui est quand même assez rare au Québec, puis il ne faut pas jamais prendre ça pour acquis. En ce moment, j'ai la chance de pouvoir faire ça, j'en profite. Puis si j'ai beaucoup de projets, c'est aussi parce que c'est un milieu dans lequel on ne sait jamais qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas. Bon, les romans, évidemment, que c'est toujours comme mon background, ça. C'est toujours comme ma base, écrire des romans. Mais si je veux toucher à d'autres choses, la réalisation, par exemple, avec le projet de la Reine Rouge ou le cinéma avec mes scénarios, c'est bon d'en avoir 2-3 de front parce que c'est des projets qui sont toujours incertains. Donc, je suis chanceux de pouvoir justement me diversifier dans autant de domaines. Mais est-ce que vous pensez que le fait que vous écriviez de l'horreur, un style qui n'est pas vraiment exploité au Québec, ce soit un avantage pour un auteur? Je ne sais pas, je me suis jamais posé cette question-là parce que moi, j'ai toujours écrit ça. J'ai jamais écrit du roman noir, du thriller, de l'horreur pour des raisons commerciales parce que j'ai toujours écrit ça depuis que j'ai 11-12 ans que j'écris ce genre de roman-là parce que j'aimais en lire quand j'étais ado, j'aime encore ça, mais bon, là, je lis de tout. J'ai toujours écrit ce que j'avais le goût d'écrire. Et je sais qu'au début, ça pouvait même me nuire un peu parce que c'était très nord-américain, comme on disait que c'était surtout les Américains qui faisaient ce genre de... Ben, nord-américain, on est nord-américain, mais plutôt américain. C'est plutôt aux États-Unis qui avaient ce genre de littérature-là. Et quand je suis arrivé, il y a certains médias qui regardaient ça un peu de loin, qui boudaient ça un peu, mais on s'est mis à s'intéresser à ce que je faisais, et là, tout à coup, ça... Peut-être que c'est devenu un avantage en disant « Ah, tiens, on peut aussi faire ça au Québec ». Je n'étais pas le premier à le faire, mais je suis peut-être un des premiers à avoir mis ça de façon grand public, disons, oui. D'avoir fait découvrir ce genre de littérature-là québécoise au grand public. Et ça, là, c'est devenu un avantage à ce moment-là parce que je suis devenu comme une sorte de référence au Québec dans ce genre-là. Fait que, oui, ça a joué peut-être un peu contre moi au départ, mais finalement, ça a été un avantage. Oui, et aujourd'hui, on en redemande. Est-ce que vous avez une certaine pression lorsque vous lancez un nouveau projet? Bon, Patrick Sénécal lance quelque chose, c'est toujours très attendu. Bien, la pression, je me la mets moi-même parce que je suis toujours... c'est sûr que je sais qu'il y a des attentes, je sais que j'ai un lectorat, je sais que j'ai un public, mais faut jamais que je pense à lui dans le sens que je dois écrire la meilleure histoire possible dans ce que je fais, mais je n'ai pas à me dire, pour leur faire plaisir, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Ça, je ne veux pas penser à ça, même que je prends des risques des fois, parce que le dernier roman, Contre Dieu, est un roman qui va vraiment ailleurs que dans l'écriture. C'est autre chose complètement que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. C'est un roman qui a presque pas de sens, c'est un roman qui a presque pas de dialogue, qui a une narration sans point, juste des virgules. Il y a c'est une forme d'exercice de style littéraire. Et ça, c'était risqué pour un auteur qui a un large public. J'aurais pu être boudé. Mais en même temps, je voulais justement me prouver en écrivant ce roman-là que je ne suis pas à la remorque des attentes. Je veux m'étonner moi-même. Avant d'étonner les autres, je veux m'étonner moi-même, je veux me surprendre, puis je veux essayer de nouvelles choses. Donc, tant que je serai capable de faire des projets comme ça voudra dire que je suis pas l'esclave d'un public qui m'attend, finalement. Non, pas du tout. Et avec justement La Reine Rouge, vous avez provoqué quand même, vous avez osé. C'est une web télé qu'on retrouve sur le net, justement, que les gens peuvent acheter. Ça aussi, c'est une nouveauté parce que souvent sur Internet, tout est accessible, c'est gratuit. Justement, comment ça a été la réaction du public à une nouvelle forme jusqu'à maintenant, ça va très bien. C'est sûr qu'on était nerveux parce que le fait qu'on la vende, on savait que c'était un risque. Sauf que c'est vraiment tourné comme du cinéma ou comme la mini-série, la série lourde télévisée, disons. Là. Ça a l'air d'une série avec un budget alors que ça n'en a pas. Oui, tout a été autofinancé. On a tout financé nous-mêmes. Tout le monde sur l'équipe a travaillé gratuitement. C'est du bénévolat de tout le monde. En fait, c'est du différé. Si on fait de l'argent, on va les payer après. Mais si on fait de l'argent, on n'est pas sûr. Alors, une des raisons pour laquelle on voulait faire payer les gens, c'était pour se rembourser. Éventuellement, peut-être faire de l'argent pour faire une saison 2. On aimerait bien ça. Mais on savait qu'on proposait quelque chose de qualité, là. C'est pas une web-série, là, ou que c'est des épisodes de 3 minutes qui se passent dans une cuisine, là. J'ai rien contre ces web-séries-là, mais c'est pas ça. C'est vraiment... beaucoup de films québécois ont ce look-là, puis ça pourrait passer pour un film québécois de budget moyen, sans problème, là. Meurtre, tuerie, la police qui me cherche, la fuite, la solitude.
Faudrait peut-être que je fasse un effort. Que j'essaye. Comme tout le monde. Mais ce sera pas facile. Vraiment pas facile. Alors, c'est la suite, en fait, de cette fille assez spéciale, assez étrange. Qu'est-ce qu'on retrouve dans La Reine Rouge? Je pense qu'on change beaucoup d'univers du film 51-50. Bien, c'est-à-dire que c'est vraiment la suite du livre et non pas du film 51-50. Parce que le film, il y a quand même des choses qu'on a dû laisser tomber par rapport au livre. C'est bien correct, c'est normal. Mais là, on veut vraiment revenir le plus près possible du livre. On veut que les gens, en regardant la série 51-50, pensent à Michel, la Michel du livre. OK. Parce que la Michel du film, qui était très bonne, Mylène Saint-Sauveur était excellente, mais il y a des choses du livre qu'on n'a pas pu mettre dans le film, donc elle n'a pas pu jouer certains aspects du personnage. Là, on revient vraiment à Michel Beaulieu, l'adolescente de 17 ans, qui est une fille pas de morale, qui a tué son directeur d'école à la fin du livre. Et la série commence quand elle tue son directeur d'école, puis qu'elle s'en va. Directeur d'école joué par Danny Turcotte d'ailleurs. On tue une couple de personnes connues dans la série, c'est très drôle. Il y a des gens qui avaient le goût de se faire tuer, gratuitement, fait on en a profité. Et ça commence comme ça, il le tue et elle se sauve, elle s'en va. Et donc, on la suit 3 semaines à peu près après la fin du livre. Et ce qu'on voudrait éventuellement, c'est faire assez de saisons, mettons 3 saisons, 4 saisons, pour se rendre jusqu'à mon roman Alice, où Michel revient dans Alice et elle est la reine rouge du monde de Wonderland. Alors donc, on montrerait qu'est-ce qui s'est passé entre 51-50 et Alice pour qu'elle devienne la reine rouge, finalement. Et donc, vous parlez d'Alice. Il y a eu des projets cinématographiques également qui ont entouré ce livre-là. Qu'est-ce qu'il y en est, justement? Pour l'instant, ça marche, ça fonctionne plus. Ça revient à ce que je disais tantôt, qu'il y a des projets à un moment donné qui tombent à l'eau. Donc, pour l'instant, Alice, ça fonctionne plus. On ne s'est pas chicané, moi, puis le producteur. C'est pas ça du tout. On s'est juste rendu compte tous les deux, lui le premier, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, que, écoute, la façon que ton livre est fait, le projet qu'on a en tête en ce moment, on ne peut pas le faire comme ça. Si on le fait, on va le faire, ça va être moindre. Puis ce livre-là ne peut pas être moins que ça. Si on fait de la censure, si on n'a pas le budget qu'il faut, si on n'a pas les moyens de le faire comme il faut, avec l'excès qu'il y a dans ce livre-là, ça ne marchera pas, les fans vont être déçus de ça. Fait qu'on on s'est dit, laissons tomber pour l'instant. Un jour, peut-être, on viendra dessus, mais pour l'instant, tant qu'à le faire à moitié, ne le faisons pas. Alors, tu vois, c'est le genre de choses, justement, qui peut arriver, que quelque chose ne fonctionne pas, donc il faut toujours avoir un plan B quelque part. Et je pense que c'est la recette gagnante, justement, pour jamais décevoir votre public aussi. Ben oui, puis non, c'est ça. Puis moi, c'était clair que ce film-là, Alice, si on le faisait, il fallait vraiment... De tous mes romans, c'est sûrement le film le plus dangereux qu'on pourrait faire parce que c'est un livre dont l'intérêt est l'excès. Alors, si le livre vient calmer cet excès-là, l'essence du livre n'est plus là. Et ça décevrait beaucoup les gens. Alors, on l'attend quand même dans un futur. Ben oui, mais moi aussi, hein. Moi je veux bien qu'on y revienne à un moment donné, là. Mais là, on fait La Reine Rouge, qui est un peu... c'est comme si on faisait un avant-goût. Un avant-goût, exactement. C'est ça, un hors-d'œuvre. La police n'avait encore jamais rien vu de tel dans ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la Maison des Horreurs. Jacques Beaulieu, le père de famille, est présentement détenu dans un hôpital psychiatrique. Mais la fille du couple, elle, Michel Beaulieu, une adolescente de 17 ans, est toujours en fuite et la police n'a aucune trace d'elle. Elle est d'ailleurs le suspect numéro 1 du meurtre du directeur de son école.